Alors tout commence, disons, pour simplifier, tout commence à la Renaissance, quand les grandes découvertes amènent des connaissances sur les langues. Et là, il y a aussi des voyageurs, évidemment. Alors des voyageurs ou des biens des gens qui ont recueilli des livres commencent à s'apercevoir qu'il y a entre plusieurs langues des parentés. Je ne parle ici que des parentés qui concernent la famille indo-européenne, mais il y en a aussi d'autres. Hein. Bon, et donc ça démarre à la Renaissance, et dès 1700, donc un peu après la Renaissance, un érudit, ce qu'on appelle un humaniste, un érudit qui s'appelle Claude de Saumaise, qui était en gros, il vivait en gros dans le territoire que nous appelons la Belgique actuellement. La Belgique n'existait pas en 1700. Il est le premier à remarquer qu'il y a il y a plusieurs langues qui ont, plusieurs langues de ce qu'on appelle maintenant la famille indo-européenne, à l'époque non. Il y a plusieurs langues de cette famille qui ont des mots qui se ressemblent. Et il est le premier à se dire quelle est la forme initiale dont viennent les mots. Il est donc le premier à faire ce qui maintenant se fait quotidiennement de la part des indo-européanistes. Hein, il est le premier à imaginer qu'il peut y avoir une langue disparue. Bon, au XVIIIe siècle, c'est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle que les données se sont encore multipliées, se sont encore ajoutées. Maintenant, beaucoup de gens disposent de dictionnaires, de grammaire, etc. On commence à s'apercevoir qu'il y a une famille, donc la famille indo-européenne, mais qu'il y en a d'autres. Et on commence à créer des familles linguistiques un peu partout, pour toutes les langues de la Terre. Actuellement, évidemment, toute la Terre est partagée en familles linguistiques. Hein? Si on prend l'Europe, on a la famille indo-européenne qui occupe la plus grande partie de l'Europe, mais au nord, l'estonien, le hongrois, le lapon font partie de la famille ouralienne. Au sud-ouest de la France, le basque, qui forme une famille à lui tout seul, parce qu'il n'a pas trouvé de parenté rigoureuse qui permet de le réunir à une autre famille. Si on va plus à l'est, en Sibérie, il y a une grande famille qui réunit les langues mongoles, les langues turques et les langues toungouzes, on l'appelle la famille altaïque, etc., etc. Je ne vais pas vous raconter tout ça, mais c'est pour vous dire que la famille indo-européenne n'est qu'une parmi. Hein. Bon, et le grand travail, je dirais, fondateur pour cette famille indo-européenne, se fait au tout début du XIXe siècle, quand un Allemand qui s'appelle Fritz Bock rédige, c'est-à-dire étudie, puis rédige une grammaire comparée des langues indo-européennes. C'est-à-dire, il a étudié la grammaire des langues indiennes, des langues iraniennes, des langues germaniques, de la langue grecque, de la langue latine. Et à partir de tout ça, il bâtit une grammaire comparée qui fait 4 grands volumes, hein, et qui est le monument scientifique, qui est le point de départ véritable de la recherche sur les langues indo-européennes. Voilà. Il faut dire aussi qu'il a ajouté, après dans sa deuxième édition, il a ajouté les langues celtiques, parce que dans la première édition, il n'avait pas encore suffisamment de données pour le savoir. Il a fait un voyage exprès en Angleterre, disons, pour acquérir les données, et dans la deuxième édition, il joint les langues celtiques. Bon, alors si je fais le bilan de ce que je viens de dire, quelles sont les langues indo-européennes? Eh bien, on va aller d'ouest en est, les langues celtiques. Ça vous dit quelque chose, les langues celtiques? Hein? Donc, irlandais, gallois, cornique qui a disparu de nos jours, écossais, et puis dans l'Antiquité, les langues parlées ici même, ce qu'on appelle les Gaulois. Hein? Et puis, ces Gaulois, ils étaient répandus en Espagne, en Europe centrale, en Italie du Nord. Bon, ça c'est les langues celtiques. On va à l'ouest, il y a des langues germaniques, donc l'allemand, les langues scandinaves, etc. Au sud, il y a ce qu'on appelle les langues italiques. Italique, c'est le latin, c'est de loin la plus connue des langues italiques, la seule qui a fourni des textes, et puis il y a aussi quantité de petites langues qui sont connues des fois par des inscriptions. Donc on connaît un petit peu l'ombrien par une longue inscription, et ainsi de suite. Si je ne suis pas clair à un moment, vous avez le droit de lever la main et de me dire ça ne va pas du tout. D'accord. Alors, l'Italie, après on passe au Balkan. Là, il y avait la famille
il y avait le grec, séparé en plusieurs dialectes. Au nord, il y avait le thrace, THRA, le thrace, qui est à peine connu parce qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de document écrit laissé par les Thraces, mais on a les noms des peuples et les noms des rois. Il avait faut mentionner les Illyriens qui étaient juste à côté. Au nord des Balkans, on a les langues slaves. Donc, je ne vous énumère pas les langues slaves, vous en connaissez forcément un certain nombre. À côté des langues slaves et des langues baltiques, enfin la famille baltique qui comprend actuellement le lituanien et le letton, et puis autrefois il y en avait davantage, y compris une qui a disparu qui s'appelait le vieux prussien. Elle a disparu, mais la Bible avait été en partie traduite en vieux prussien, en petite partie. Donc on connaît la langue vieux prussienne, même si les locuteurs de la langue ont disparu. Bon, je continue à me déplacer vers l'est. On va passer à l'Anatolie. Alors, à l'Anatolie, à l'époque où je me place, donc vers 1800, à l'époque de Fritz Bock, on ne connaît pas encore les langues parlées au deuxième millénaire en Anatolie. Je vais revenir après. Mais on connaît les langues, on connaît un petit peu les langues parlées en Anatolie au premier millénaire avant notre ère, donc surtout le phrygien, et puis il y a le lydien, le lycien, etc. Au nord, il y avait les Scythes, S-C-I-Y-T-H-E, les Scythes qui sont des Iraniens. Mais on a découvert que c'était des Iraniens que assez récemment. Et à l'époque où je me situe, donc disons vers 1800, le mot indo-européen n'est pas encore apparu, il n'apparaîtra qu'en 1812, et donc c'est on disait souvent famille scythique. Donc si vous voyez un texte du XVIIIe siècle où on vous parle de la famille scythique, c'est la famille indo-européenne qui ne s'appelle pas encore comme ça. D'accord? Bon, mais maintenant on sait que les Scythes c'était une branche des Iraniens, et voilà. Bon, et puis alors je continue vers l'Est, donc on arrive à l'Iran. L'Iran a parlé des langues, il y a des dizaines de langues iraniennes, mais l'ossète, par exemple, de Bokhara, c'est une langue iranienne, mais c'est une langue typiquement indo-européenne, qu'on connaît dans l'Antiquité par deux sortes de documents. D'une part, un texte conservé dans les communautés zoroastriennes qu'on appelle l'Avesta, qui est un gros recueil de textes, et des inscriptions qui donnent une forme différente de l'iranien, des inscriptions royales qui ont été faites par les souverains achéménides dans leur capitale ou à côté. D'accord? Bon, et puis j'arrive à l'Inde, où il y a évidemment un paquet de langues immenses, mais surtout une langue ancienne qu'on appelle le sanskrit. Et c'est sur le sanskrit que des gens comme Bock travaillaient, c'est surtout sur le sanskrit que les linguistes actuels travaillent, parce que c'est la langue ancienne de l'Inde. Et il y a une forme plus ancienne que le sanskrit. C'est un peu, disons, une variante archaïque. C'est la langue dans laquelle est écrit le plus ancien texte de l'Inde, le Rig Veda. Donc on parle du Védique. Le Védique, c'est la forme ancienne du sanskrit. D'accord? Je ne parle pas pour l'instant des Tokhariens, parce qu'ils ont été découverts plus tard. Je donne l'état des choses vers 1800. Bon, alors justement, on va venir à ça. Donc à partir de Bock, la famille indo-européenne a acquis un statut scientifique, on sait de quoi on parle, mais on n'a pas découvert toutes les langues, qui sont maintenant tenues pour indo-européennes. Et c'est au début du XXe siècle qu'on fait des découvertes assez spectaculaires. En 1905, des fouilles commencent à Khatpouchar, c'est-à-dire un village, la capitale des Hittites, près d'un village d'Anatolie centrale. On découvre dès la première campagne de fouilles, dès le premier mois d'août 1905, on découvre des tablettes écrites en cunéiforme. Des gens spécialistes du cunéiforme essayent de les lire, ben non, ils n'y arrivent pas. Ce qui déchiffre ne veut rien dire du tout. Bon, on en est là, et en 1916, un savant tchèque, Bedřich Hrozný,
s'attaque au problème, s'aperçoit que des mots ont des allures indo-européennes et commence à traduire ces textes en cunéiforme, et on découvre qu'il y a effectivement là-dedans une langue indo-européenne cachée. Et cette langue indo-européenne cachée, c'est ce qu'on appelle le hittite. Et du même coup, dans les mêmes tablettes, on découvre deux autres langues indo-européennes, qu'on appelle le louhite et le palaïte. Ce sont trois langues apparentées, très proches, mais différentes. Donc, non seulement, on découvre non seulement une langue, en 1905, enfin 1916, mais on découvre une famille, une branche de la famille indo-européenne. À la même époque, à peu près, mais là on se situe en Asie centrale. En Asie centrale, si vous avez une région d'Asie centrale qui appartient actuellement à la Chine, qui s'appelle, qu'on appelle Turkestan chinois, qu'on appelle aussi Xinjiang. C'est le pays actuellement des Ouïghours, qui sont très persécutés par les Chinois. Bon, passons. Donc, c'est une dépression en grande partie désertique, et c'est des bords qui sont habités. Et sur la branche nord, il y a des grottes, et dans les années, là aussi, même époque, 1903, 1905, 1907, des savants allemands et français, français le plus connu c'est Paul Pelliot, explorent ces grottes et en ramènent des documents écrits. Alors, il y avait beaucoup de langues, il y avait du chinois, il y avait des langues indiennes, il y avait des tas de choses, et puis il y avait des éléments de langue inconnus. Là aussi, il a fallu le déchiffrer, comprendre ce que c'était, de quoi il s'agissait. On les déchiffre, et pour des raisons X, on a appelé cette langue le tocarien. Donc, vous voyez comme ça qu'au début du XXe siècle, on ajoute deux langues, et même deux familles de langues, parce que le tocarien, il est formé de deux langues différentes, qu'on appelle A et B. Bon, si vous avez dans un texte, vous avez toc-A, et un mot qui suit, ça veut dire ce mot vient de la langue appelée tocarien A. Voilà. Donc, deux familles de langues apparaissent au début du XXe siècle. De nos jours, ça continue. Il peut toujours y avoir des découvertes de langues indo-européennes maintenant. Je vous donne un exemple que je connais bien. Dans toute la partie occidentale de la péninsule ibérique, donc sur le Portugal et sur une partie de l'Espagne, des spécialistes se sont aperçus, enfin, on pensait il y a 50 ans qu'on connaît plein d'inscriptions. C'est une région qui a fourni énormément d'inscriptions sur pierre, hein, donc conservées. On pensait il y a 50 ans que c'était toutes des inscriptions celtiques. Mais maintenant, des linguistes plus rigoureux, disons que les premiers, c'est normal, c'est toujours comme ça, la science évolue, hein, se sont dit le phonétisme, je vais y revenir, le phonétisme de ces langues n'est pas celtique, ne correspond pas aux langues celtiques. Donc on a créé là une autre langue qu'on appelle le lusitanien, faute de mieux, hein. Donc cette famille lusitanienne est une famille conçue il y a seulement 2-3 décennies. Et maintenant elle est opératoire, c'est-à-dire que les gens qui travaillent là-dessus peuvent dire ça c'est un texte en lusitanien, ça c'est un texte en celtique. Voilà. Bon, je laisse des détails. Enfin, je signale encore un truc assez rigolo. Il y a une langue qui est tenue par tout le monde, y compris par moi, parce que moi j'ai appris tout ça, qui s'appelle le Burushaski, qui est parlé dans des vallées très, très hautes de l'Himalaya. Ce Burushaski était tenu pour une langue isolée. Des travaux tout récents, qui remontent aux 20 dernières années, l'a nommé Chazolé, qui est un professeur, hein, un linguiste, hein, et lui, il dit, pour des tas de raisons, je ne sais pas vous raconter, que le Burushaski est une langue indo-européenne. Voilà. Et là aussi, donc, on a un ajout récent de langue, d'une langue connue avant, évidemment, à la famille indo-européenne. Ça va tout ça?
Bon, alors maintenant, si vous revenez sur ce que j'ai dit, quand je vous ai dit que cette langue, cette famille de langues contient l'irlandais ancien. L'irlandais ancien, enfin l'irlandais, c'est une langue celtique. Si on édite les textes irlandais, c'est des livres qui vont de cette paroi-là à cette paroi-là. C'est colossal. Il y a le latin. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Le latin est à l'origine d'une littérature gigantesque. Et pas seulement antique, puisque encore au Moyen-Âge et au-delà, on a écrit en latin. Enfin, c'est surtout les textes antiques qui nous intéressent, mais même dans l'Antiquité, c'est une littérature gigantesque. Le grec. Le grec est à l'origine d'une littérature gigantesque. Là aussi, si je, enfin, le latin et le grec, si je mets, je prends des livres de grec, j'en mets un bout ici, et ça va aussi à l'autre bout là-bas. Hein, et le latin aussi. Bon. Je passe sur l'iranien et les choses comme ça qui sont, hein, c'est plus restreint, mais vous arrivez en Inde, le sanskrit, c'est gigantesque aussi. Alors là, c'est pas seulement de là à là, c'est 2 fois de là à là. Hein, c'est gigantesque cette littérature. Et donc, ça vous dit, ça peut vous dire pourquoi le travail qui commence avec Bopp n'est pas fini maintenant. N'est pas fini du tout. Il y a toujours des gens, j'en suis qu'un parmi, il y a toujours des gens à l'échelle internationale, il y a toujours des gens qui travaillent sur l'indo-européen. Toujours. Et il y a des revues, il y a plusieurs revues dans tous les grands pays, disons, qui travaillent là-dessus, qui publient tous les ans des articles là-dessus. Hein. Bon, voilà ce que je voulais dire pour les langues. J'ajoute un détail. Ces langues indo-européennes, cette famille de langues indo-européennes est une des plus assurées qui soit. Pourquoi? Parce qu'on a pu remarquer, on a remarqué depuis plus de 100 ans, qu'il y a accord entre les langues sur les plans suivants. Comment dire? Morphologique, c'est-à-dire que les formants des mots sont apparentés. Grammaticaux, c'est-à-dire que les langues anciennes sont à déclinaison et à conjugaison, pas avec dans composé, mais à la conjugaison et à déclinaison, ces conjugaisons et ces déclinaisons s'accordent entre les langues. Sur le plan lexicologique, il y a un très grand accord de vocabulaire, j'en parlerai peut-être un peu. Père se dit pater en latin, pater en grec, atir en irlandais et patar en sanskrit. Hein. Et mère, c'est pareil, à peu près. Bon, et puis sur le plan phonétique. Alors, si évidemment, ça fait un peu bizarre, parce que si on regarde les langues indo-européennes actuelles, le français n'a pas du tout le même phonétisme que l'anglais. Il n'a pas le même phonétisme que l'allemand. Ah oui. Mais il ne faut pas regarder les langues actuelles, il faut remonter. Et si on remonte, si on compare le latin à la plus ancienne langue germanique, par exemple, qui est le gothique, eh bien on s'aperçoit que le phonétisme ressemble. D'accord? Autrement dit, plus on monte, plus ça se ressemble. Autrement dit, on a forcément l'hypothèse d'une langue initiale dont toutes les autres langues dérivent. Bon, et il y a beaucoup de livres aussi qui portent ça, et ce n'est pas de la spéculation, c'est le résultat de recherche. J'ai par exemple, dont je me sers, un énorme dictionnaire comme ça qui a été fait par un nommé Pokorny dans les années 59, hein, c'est un dictionnaire des racines indo-européennes. Voilà. Et ça, il y en a plusieurs. Le Pokorny que j'ai, il a été renouvelé depuis. Il y a d'autres bouquins qui racontent la même chose avec une adaptation dans l'écriture. Parce que ça change tout le temps aussi, ça. Hein. Il y a des travaux qui ont permis, c'est un exemple comme ça, de s'apercevoir que tous les mots indo-européens qui commençaient par une voyelle, en fait, commençaient par un H à l'initiale.
Donc, on écrit maintenant, je sais pas, ap, c'est un des mots pour dire l'eau, on écrit H2, parce qu'il faut distinguer les H, H2, ap, ou H2, ep, parce que c'est le H2 qui va transformer la première lettre en A. C'est un exemple parmi d'autres, parmi des milliers d'autres, de linguistique indo-européenne. Voilà. Ça va? Bon. Bon, très vite, s'est posé la question de savoir, puisque c'est un peuple unique qui s'est partagé en morceaux, en fragments, en sous-langues, où vivait-il? Alors là, il y a eu quantité d'hypothèses, quantité de spéculations. Je ne vous parle que de celles que je considère comme sérieuses. Des gens qui ont regardé simplement une carte de la diffusion des langues européennes ont très tôt dit que la région d'où il pouvait être diffusé, c'était en gros le sud des plaines russes et l'Ukraine. Hein, c'est cette région-là. Exemple, Salomon Reynac, grand érudit. Il en est, pas linguiste, mais très grand érudit, fait en 1904 un petit bouquin qui s'appelle Les Indo-Européens. Et il explique là-dedans que le lieu le plus probable de diffusion des langues indo-européennes, c'est la zone des steppes du sud de la Russie. Bon, je passe sur toutes les choses qu'on regarder à gauche et à droite. Dans les années 50, une dame qui était lituanienne, qui était donc née en Lituanie juste avant la guerre, je crois, et qui donc savait le russe, parce que c'était obligatoire, était extrêmement renseignée sur l'archéologie soviétique. Elle a fait sa thèse sur l'âge du bronze. Donc, elle avait des données appartenant à la science soviétique, disons, que les Occidentaux n'avaient pas. Donc, c'était déjà assez intéressant. Et puis, cette dame qui préférait travailler librement qu'avec l'obligation de faire du marxisme, est passée aux États-Unis, en Californie. Elle s'appelle Maria Gimbutas. Et cette Maria Gimbutas, qui connaissait l'archéologie de la Russie, hein, a fait une série d'articles extrêmement intéressants où elle explique en gros que vers le 5e, 4e millénaire avant notre ère, il y avait dans le sud de la Russie une culture qu'on va appeler globalement la culture des Kourganes, et que cette culture des Kourganes, ça veut dire à peu près tumulus en turc. Mais le mot Kourgan avait été emprunté par le russe, et maintenant il appartient à toute une langue occidentale. Donc cette culture des Kourganes avait la particularité d'être expansive. C'est-à-dire qu'on voit ces cultures des Kourganes lancer des prolongements vers la Sibérie, vers l'Asie centrale et vers l'Europe occidentale. 5e millénaire, c'est à peu près la période où les gens qui travaillent sur l'indo-européen pouvaient fixer l'origine de la diffusion des Indo-Européens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mots indo-européens qui impliquent, par exemple, que les Indo-Européens connaissaient déjà l'élevage. Au 5e millénaire, on connaissait l'élevage, depuis longtemps d'ailleurs. Mais aussi, il y a des mots indo-européens qui désignent des métaux. Et ça, les métaux, ça a été découvert beaucoup plus tardivement dans l'histoire humaine. Disons justement 5e, 4e millénaire. 5e millénaire pour certains, pour plusieurs. Donc, si les Indo-Européens avaient des mots pour dire des animaux domestiques, des métaux, et puis aussi des plantes d'ailleurs, enfin, un peu, ça veut dire qu'ils se sont dispersés vers le 5e millénaire.
la culture des Kourganes que révèlent les travaux de Maria Kim-Boutas sont exactement ça. C'est une culture du 5e millénaire qui évolue sur place pendant 2-3 000 ans et qui après, pendant qu'elle évolue, se diffuse sur les côtés. Donc, cette hypothèse, comme quoi les Indo-Européens correspondent, les Indo-Européens les plus anciens correspondent à cette culture des Kourganes, est acceptée par la grande majorité des gens qui travaillent là-dessus. Hein? J'ai fait un bouquin sur les Indo-Européens, j'ai raconté ça. La même année, l'édition, je crois, du Seuil publiait un livre qu'on a nommé Mallory, qui était tout à fait différent de... On n'est pas du tout le même homme, lui et moi, pas du tout. Et il disait exactement la même chose que moi. Voilà. Il faut dire que deux hommes qui ont réfléchi la même chose arrivent au même résultat. Voilà. Et bon, et maintenant, c'est la thèse de loin majoritaire. Je voulais aussi parler un petit peu de ce qu'on appelle la paléogénétique, qui est venue s'ajouter à tout ça. La paléogénétique, ça désigne la recherche d'éléments génétiques, d'éléments où on peut trouver du DNA, hein? ADN, oui. De l'ADN, donc ce qu'on a nous-mêmes dans nos codes génétiques, hein, dans nos cellules. Quand on s'est aperçu vers 1995 qu'il y avait des cas dans la préhistoire où on pouvait trouver des organes, des éléments d'organes qui avaient conservé du matériel génétique. En particulier, il y a un petit os de l'oreille qui se maintient plus longtemps que d'autres choses. Et ce petit os de l'oreille contient de l'acide désoxyribonucléique. Voilà, ADN. Voilà. Et donc, à partir de ça, on peut faire des recoupements. Une fois qu'on en a plusieurs, parce que de 95, ça fait donc 20 ans maintenant, hein, beaucoup de gens se sont mis là-dessus, beaucoup de gens. Et il y a eu beaucoup de travaux publiés, énormément. Et le verdict est tout à fait clair en ce qui concerne l'Europe. Hein. Il y a des populations des steppes qui sont venues jusqu'à l'Europe occidentale. Nous avons en nous des gènes qui viennent de la région des steppes. Voilà. Donc l'idée de relier ça au mouvement d'expansion de la culture des Kourganes et donc aux Indo-Européens qui sont venus avec leurs gènes et avec leur langue, il n'y a qu'un pas. Beaucoup de monde franchit ce pas. Ça va? Ok. Voilà, je crois que je voulais dire donc archéologie et paléogénétique. Bon, je vais maintenant parler d'un troisième thème qui est ce qu'on en fait au point de vue mythologique, axiologique, phraséologique. Voilà. Dès le milieu du 19e siècle, ou dès la première moitié du 19e siècle, à partir du moment donc, où Bob avait fait ce travail qui prouvait définitivement l'apparentement des langues indo-européennes, des gens ont commencé à se poser des questions du type s'ils parlent des langues apparentées, ils peuvent avoir des traditions apparentées. Des traditions. Alors, on a commencé à chercher des noms de dieux. Et là, ça a été la catastrophe. Il n'y a qu'un seul nom de Dieu qui est vraiment commun à la plupart des langues indo-européennes. C'est le nom qui est Zeus en Grèce, qui est Jupiter en latin, qui est Jaus en sanskrit, et qui est Tyr en scandinave, en islandais. Voilà, c'est le seul Dieu qui est commun à plusieurs peuples indo-européens. Donc, à l'époque, on a cherché autre chose. Et un nommé Pictet, Auguste Pictet, c'était un Suisse, a fait des travaux en français,
tout à fait intéressant, mais qui date. Maintenant, les connaissances se sont renouvelées, où il note que beaucoup de thèmes sont communs. Par exemple, il étudiait les bovins mythologiques, les vaches mythologiques. La vache primordiale est commune à l'Inde et à l'Irlande et au monde scandinave. Voilà. Pictet a fait un gros travail. Vers la même époque, vers 1850, un Allemand, Adalbert Kuhn, se pose les mêmes questions et, à défaut de Dieu, il estime qu'on peut retenir beaucoup de correspondances. Par exemple, il compare le nom des brahmanes, qui sont les gens religieux de l'Inde ancienne, au nom des flamines, qui sont des prêtres latins. Il compare le nom de Varuna, dieu indien, et le nom d'Ouranos, dieu grec, etc. Il fait beaucoup de remarques comme ça. On est en 1850. Hein. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Depuis 1812, la famille indo-européenne s'appelle indo-européenne. Hein. Donc, quand Kuhn écrit, il le sait. Mais il faut préciser aussi qu'en Allemagne, on ne l'a pas appelé comme ça, et on ne l'appelle toujours pas comme ça maintenant, on l'appelle famille indo-germanique. D'accord, c'est pas tout pareil, ça change tout. Hein. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, on verra. Donc, Kuhn écrit, lui, indo-germanique. Évidemment, il est allemand. C'est un Allemand qui a, je sais plus comment ça s'appelait, qui a créé le mot vers 1830. Et la tradition s'est installée comme ça. Bon, mais en tout cas, Kuhn fait donc des travaux de comparaison mythologique. L'ennui est le suivant, c'est que 2 générations après Kuhn, d'autres Allemands forment l'école de ce qu'on a appelé a posteriori les néo-grammairiens. Et ces néo-grammairiens sont des gens qui font très attention à la façon de prononcer les mots et à l'évolution des sons dans chaque langue. Par exemple, je ne sais pas ce qui ne va pas, quand Kuhn comparait Ouranos et Varuna, ça ne va pas. En aucun cas, un mot qui commence par ou en grec ne peut avoir un correspondant qui commence par V en sanskrit. Ça ne colle pas. Alors, ou alors, il faut supposer que le mot grec vienne de Ouranos. Ben non, il n'y a pas de raison de penser que Ouranos vient de Ouranos. Voilà, c'est ce genre de questions, ce genre de problèmes qui sont réglés, c'est-à-dire éliminés par les néo-grammairiens. Même si Dumézil est revenu après là-dessus. Voilà. Et donc, ces travaux de mythologie battaient de l'aile. Et justement, j'en viens à Georges Dumézil. Georges Dumézil naît en 1899, je crois. Si je ne sais pas 99, c'est 98. Il a 20 ans au lendemain de la guerre. Et il se met très vite, là, il fait une thèse, disons, tout simplement, il se met tout de suite à étudier les mythes de la famille indo-européenne. Et donc, il va faire comme ça beaucoup de choses. Alors sa thèse porte sur, il appelle ça le destin d'immortalité, c'est-à-dire il prend des mythes scandinaves, celtiques, indiens, où on a effectivement le motif d'un repas particulier, enfin, qui implique des dieux, qui implique des héros, etc. Bon, c'est ça l'immortalité. Plus tard, en 1929, il publie un autre livre qui s'appelle Le problème des centaures. Et pourquoi le problème des centaures? Eh bien tout simplement parce qu'une des comparaisons qui avait été faite par Adalbert Kuhn portait sur la ressemblance entre le nom des centaures, en grec Centauros, et des personnages de la mythologie indienne,
qui s'appelaient les Gandharvas. Les Gandharvas sont les musiciens célestes. Ces Gandharvas ont souvent des formes animales. Ils ne sont pas précisément chevaux, mais ils ont des formes animales souvent. Enfin, ils peuvent prendre une forme animale quand ils veulent. Bon, et donc il a fait un gros livre sur ces Gandharvas et Kentauros. Le problème de ce rapprochement, c'est que c'était encore un rapprochement qui avait été rejeté par les néo-grammairiens. Parce que jamais un cas initial grec ne peut correspondre à un G initial sanskrit. Bon, mais je dirais que c'est très complexe et que le problème n'est pas résolu à l'heure actuelle. Bien sûr, dans un premier temps, les critiques ont rejeté le travail de Dumézil en disant, les linguistes critiques ont rejeté le travail de Dumézil en disant ça ne va pas, Kentauros ne peut pas correspondre à Gandharva. Il y a maintenant d'autres linguistes qui nous disent que la structure phonétique est la même. Et que donc, même si ça ne colle pas avec les équations, un cas ne correspond pas à un G, etc., si ça ne colle pas avec ces équations, ça colle à un autre plan linguistique, c'est-à-dire celui de la structure phonique. Bon, je vais laisser ça parce que c'est compliqué. Voilà. Et puis, Dumézil continue à travailler, et en 1933, en préparant un cours, il fait une remarque tout à fait intéressante qui va ouvrir tout l'avenir de sa carrière, de sa création. Il remarque que, enfin, il réfléchissait, hein, il n'avait pas les bouquins devant lui, les bouquins il les a lus avant. Il se dit que, c'est un peu compliqué, les trois, pour revenir sur l'histoire de Rome, à Rome, dans l'époque classique, les trois grands dieux sont Jupiter, Junon, Minerve. Mais on a des textes qui nous disent qu'avant cette triade à Rome, il y en avait une autre qui comprenait Jupiter, Mars, Quirinus. Donc la plus ancienne Rome avait ces triades-là, masculines, et non pas la triade avec deux déesses. Dumézil remarque que cette triade de dieux ressemble beaucoup à la définition des trois principales varnas de l'Inde. Alors là, il faut parler de l'Inde. En Inde ancienne, on distinguait, et dans l'Inde toujours actuelle, on distingue des castes. Des castes. Et ces castes s'appelaient dans l'Antiquité, mais même encore maintenant, pardon, peu importe, s'appelaient des varnas. Varna veut dire couleur. Donc on distinguait ces castes par leur couleur. La caste des brahmanes était le blanc, la caste des kshatriyas, des guerriers, était le rouge, la caste des vaishyas, c'est-à-dire en gros des producteurs, était le noir. Bon, et donc ces varnas ont des définitions. Alors ce qui est intéressant, il faut rentrer dans des détails, je n'y peux rien, parce que sinon je ne peux pas expliquer. Au niveau de l'Inde la plus ancienne, je vous disais tout à l'heure, l'Inde la plus ancienne est représentée, au point de vue texte, par le Rig Veda. Le Rig Veda est un recueil d'hymnes. Et dans le Rig Veda, les castes n'existent pas. Pas encore. Autrement dit, elles se sont structurées en Inde après le Rig Veda. Mais on a dans le Rig Veda des termes qui désignent, qui sont en quelque sorte au cœur des définitions de ces castes. Par exemple, on n'a pas des kshatriyas qui sont des guerriers, mais on a le kshatra, et le kshatra veut dire le pouvoir. D'accord? On a des brahmanes dans le Rig Veda, mais surtout on a le neutre brahman qui veut dire en gros l'esprit. Et puis on n'a pas les vaishyas, la troisième caste, mais on a le vish. Et le vish, c'est apparenté au grec oikos, et au latin oikos.
c'est donc le village, l'agglomération, le groupe. Hein? Ça va? Donc, Dumézil remarque en 1933 que les trois dieux de la triade primitive de Rome et les trois principes qui définissent les castes au niveau du Rig Veda sont homologues. Homologues, puisque le roi, dans la triade romaine, on a Jupiter qui est un dieu de la souveraineté à Rome. En Inde, le Brahman indique la souveraineté spirituelle. On a après Mars, dieu de la guerre. En Inde, on a le Kshatra, dont la couleur est le rouge, et qui est la guerre, qui donnera la caste des Kshatriyas, c'est les guerriers. Et on a ensuite Quirinus. Alors Quirinus, il y a un problème d'étymologie, et à l'époque où Dumézil travaille, donc dans les années 30, des linguistes, Émile Baptiste et entre autres, avaient proposé une étymologie pour Quirinus. Ça serait Co-Wirino. Co, ensemble. Comme, ensemble. Wiri, c'est les hommes. Wir. Comme en français, viril. No, c'est le préfixe qui sert à fabriquer des noms de dieux. Donc, Co-Wirino, Quirinus, c'est. Ah oui, parce que les O indo-européens anciens sont passés à ou en latin. Bon, donc Quirinus, c'est Co-Wirino, donc le dieu de l'ensemble des hommes. Et le Vish, Vaishya, c'est les collectivités humaines. D'accord? Et voilà comment Dumézil découvre ça, 1933. Et c'est ce qu'il va appeler, il va chercher des noms, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle surtout maintenant les trois fonctions indo-européennes. Bon, et ces trois fonctions indo-européennes sont à l'origine, rien que ça, hein, dans le domaine indo-européen, rien que ça, ça a fait l'objet de gigantesques recherches. J'ai écrit moi-même un bouquin qui s'appelait Les trois fonctions indo-européennes en Grèce ancienne. Ben oui, mais il fait 300 pages et ce n'est que le tome 1. Voilà. Et on peut continuer. Il y a des travaux aux États-Unis, il y a des travaux en Angleterre, il y a des travaux en Italie, il y a des travaux là-dessus. Et on a trouvé les trois fonctions en question dans quantité de traditions grecques, latines, iraniennes, celtiques, etc. Voilà. Bon, Dumézil est mort en 1986, et c'est pas parce qu'il était mort que les recherches se sont arrêtées. Les recherches continuent énormément à l'heure actuelle. Et comme je suis, verbe suivre, comme je suis pas mal tout ça, je peux vous en parler. Alors un truc qui se fait maintenant, je connais, non pas personnellement, mais je connais par échange de messages, deux de ces spécialistes. Un est surtout italien, l'un est à Milan, Riccardo Ginova, et une est à Naples. Comment ça s'appelle? Ça va revenir. Bon. Massify, Laura Massify. Voilà, ces gens-là sont des linguistes, mais, leur jeu, leur astuce, c'est de comparer, de prendre des mythes anciens et de regarder ce qu'ils appellent la phraséologie. Phraséologie, c'est-à-dire la façon dont les choses sont dites. On prend un mythe grec, on prend un mythe scandinave, et on regarde la façon dont les choses sont exprimées. Et on remarque souvent qu'il y a des phrases, des mots avec des adjectifs, des verbes, etc., qui se ressemblent dans ces textes généralement poétiques. Hein. Donc il y a une tradition poétique là, qui
pendant des millénaires. Et donc, il remarque ces phrases qui se ressemblent d'un texte à l'autre. Et là, c'est tout à fait différent des méthodes de Dumézil. Hein. C'est pas meilleur ou pire, c'est tout à fait différent. Hein. Ils prennent ces comparaisons. Voilà, là, ils ont une comparaison, une phrase grecque. Là, ils ont une phrase germanique, enfin islandaise. Ils comparent, ça colle. C'est les mêmes verbes et les mêmes adjectifs qui sont employés dans les deux phrases. À ce moment-là, ils peuvent éclairer comment dire, la comparaison mythique. La comparaison mythique ne se fonde plus seulement sur les motifs racontés, du style un héros en a tué un autre et ça lui a permis de renaître après, etc. Des trucs comme ça. Non, on ne s'occupe plus tellement des motifs, on s'occupe des phrases, des phrases héritées, des phrases héritées par la tradition poétique. Et là, il faut des travaux tout à fait intéressants. Tout à fait intéressants. Ils ont pu comparer j'ai terminé là. Oui. Bon. Dumézil, en 1948, avait fait un livre qui s'appelait Loki. Loki, c'est un dieu scandinave, enfin, connu par les textes islandais, qui est ce qu'on appelle un décepteur. Vous comprenez, décepteur? Non. Décepteur, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle en anglais un trickster. C'est un personnage qui fait du mal, qui fait pas ce qu'il faut. Il fait le contraire de ce que font les dieux positifs. Hein. Et Loki a fait beaucoup de dégâts comme ça, dans la mythologie germanique. Par exemple, il y a un texte qui s'appelle la Lokasenna. Les dieux sont en train de banqueter, hein, parce qu'on banquetait beaucoup dans les sociétés indo-européennes. Les dieux sont en train de banqueter, Loki arrive, on ne veut pas trop l'accepter parce qu'on sait qu'il va mettre le bordel, oh pardon, excusez-moi, il va mettre le désordre. Loki s'assied, et là, pour se venger, il commence, à chaque fois qu'un dieu lui adresse la parole, il lui dit toi, tu as été cocu à telle occasion, telle autre, une femme le critique. Toi, tu as couché avec trois dieux la semaine dernière, etc. Et pendant toute la Lokasenna, Loki reproche les choses à toute une série de dieux. Voilà, ça c'est Loki, hein, qui n'est pas gentil. Bon, et Dumézil, dans son livre de 1948, avait comparé ce personnage Loki à un personnage de la mythologie ossète qui s'appelle Sirdon. Alors, les Ossètes, je ne sais pas si vous connaissez bien, c'est un peuple qui vit qui vit actuellement au centre du Caucase, de part et d'autre de la chaîne axiale. Dans la partie sud, ils sont en Géorgie. C'est un peuple ossète inséré dans la Géorgie. Dans la partie nord, ils sont dans la Russie. Voilà, donc il n'y a pas une nation ossète isolée. Bon, en tout cas, ils ont un riche légendaire qui a été recueilli depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, dans cette mythologie, il y a un personnage qui s'appelle Sirdon et qui est aussi un décepteur. Et Dumézil faisait une comparaison point par point entre les légendes racontées sur Sirdon et les légendes racontées sur Loki. Voilà, c'était un travail magnifique. Ok, et bien de nos jours, les auteurs dont j'ai parlé, les deux auteurs italiens dont j'ai parlé, s'attaquent à la phraséologie de la légende ossète et ils comparent avec la mythologie grecque. Cette fois, certains ne travaillent plus exactement sur la mythologie scandinave, même s'ils connaissent très bien, mais ils comparent surtout avec la mythologie grecque. Ils se disent où est-ce que je trouve des phrases construites pour dénoncer Sirdon. Où est-ce que je les trouve en Grèce? Je les trouve dans l'hymne homérique à Hermès. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Non. Alors, c'est très simple. Il y a une série de textes grecs anciens, une collection d'hymnes anciens, qu'on appelle les hymnes homériques, parce que les Grecs les considéraient comme écrits par Homère. Plus personne, dans les hellénistes contemporains, ne pense qu'ils ont été écrits par Homère. D'ailleurs, les hellénistes contemporains ne pensent pas qu'Homère ait beaucoup existé. Bon. Donc, c'est un recueil de textes
des hymnes religieux, et il y a une série d'hymnes, hymne homérique à Apollon, hymne homérique à Hermès, hymne homérique à Aphrodite, etc., etc. Et donc, les gens, je sais pas, les linguistes archi-contemporains, et plus jeunes que moi d'ailleurs, hein, ces gens qui ont 40 ans, hein, et j'ai plus. Bon, et donc, ces gens comparent les mots, les phrases des textes poétiques Ossète sur Sirdone, de ce texte poétique grec ancien. Et ça colle. Il y a des choses qui collent, et ils peuvent dire Hermès, qui est très positif dans son genre, mais ça fait rien. Il est le correspondant phraséologique de Sirdone. Voilà. Madame. Oui, moi, la question que je me posais, c'est par rapport à toutes ces histoires mythologiques anciennes, c'est qu'il y en a une trace écrite, mais il y en a eu bien souvent une transmission orale. Et donc, quand je me dis, il y en a une transmission orale, dans ce que vous dites, de ce que font les chercheurs italiens, dont vous parlez, là, actuels, en fait, ils se basent sur des versions écrites dont on ne sait pas si elles ont été les uniques à être transmises. On ne sait pas si. Si ces versions écrites sont celles qui ont vraiment été transmises et qui ont navigué. Si. Ouais. J'ai dit, par exemple, les traditions ossètes sont recueillies à partir de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que avant la fin du 19e siècle, depuis des millénaires, ces traditions ossètes étaient dites oralement. Ah bah oui. Oui. Et pour les hymnes homériques, on ne peut pas faire la même constatation parce que l'hymne homérique d'Hermès, il est remonté au 6e siècle avant notre ère. Bon, on n'a pas. Mais c'est un peu la même chose. C'est des choses écrites après avoir été dites, longtemps dites. Très bien, bonne question, merci. Donc, ça voudrait dire qu'on a une base et que cette base s'est transmise au fur et à mesure que les peuples évoluaient avec la même phraséologie, le même type de structure orale qui sont restées fixées. Oui. Tout à fait. Monsieur. Justement, sur la définition du dénominateur commun des langues européennes, là on parle de la structure commune. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce dénominateur commun? Moi j'ai retenu la morphologie, la conjugaison, le plan lexical, mais j'ai besoin, comme je suis novice en la matière, j'ai besoin d'un peu plus d'illustration de chaque point. Est-ce que vous pouvez illustrer ces points-là? Vous avez aussi le phonétisme. Bon, le phonétisme, je me doute. Parce que oui, je vous donne un seul exemple, le latin videre veut dire voir. Il a donné le français voir. Mais on sait aussi que ce même verbe peut signifier savoir. En gothique, qui est la plus ancienne langue germanique connue et qui a été notée parce que ils avaient été christianisés au IVe siècle et un nommé Wulfila, un prêtre lui-même, a noté, a traduit une partie de la Bible dans leur langue, donc on connaît le gothique parce qu'on a ce texte. Eh bien, le mot pour savoir, qui a donné l'allemand, Weissen, l'anglais Sweet, eh bien, en gothique, c'est videre. Non, il n'y a pas de ré, vide. C'est le même mot en latin et en gothique. Alors qu'en français actuel, en langue actuelle, si je compare voir à Weissen, ça ne colle plus du tout. Mais il y a 1500 ans, ça collait. Bon, moi, je pourrais vous donner un sujet qui est en pleine discussion, parce que ça pose des problèmes. Vous savez comment on dit vache en sanskrit? Non, on
on dit Vacha. Oui, mais en sanskrit, Vacha a une étymologie évidente. C'est Vach, qui veut dire la voix. Vacha, c'est l'animal qui a de la voix. Ah. Et maintenant, on regarde le latin. En latin, la vache, c'est Vaca. Mais la voix, c'est pas du tout ça. La voix, c'est Vux. Donc, tout se passe comme si on comprenait l'étymologie du mot vache en passant par le sanskrit. Et ça ne va plus du tout en latin. Vous voyez, c'est le genre de problème actuel. Mais il y a des problèmes beaucoup plus simples que ça encore. Si je vous dis que l'anglais c'est du bas allemand, vous pouvez me suivre directement. Oui, ça va. Comme le néerlandais. Hein. Le néerlandais, l'anglais, c'est des formes d'allemand. Hein. D'accord. L'anglais est farci de mots français. Mais ça fait rien. Bon, au point de vue grammaire, au point de vue phonétisme, c'est une forme de bas allemand. Bon. Vous savez qu'en anglais, on dit, pour dire et, on dit and. En allemand, pour dire et, on dit und. On se dit que and et und, ça doit être la parenté. Eh ben non, ça ne colle pas. En phonétique historique, en phonétique rigoureuse, ça ne va pas. Jamais un A initial anglais ne correspond à un U initial allemand. Voilà. Voilà ce genre de questions qui peuvent faire de l'oser. Et puis surtout, il y a le litige dont j'ai parlé tout à l'heure a posé quantité de problèmes, puisque sa grammaire est une sorte de grammaire indo-européenne simplifiée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il représente un état antérieur de l'indo-européen, où la grammaire n'était pas encore assez, ne s'était pas complexifiée? Ou bien, est-ce que, installé en Anatolie, dans un milieu non indo-européen, sa grammaire a commencé à dégénérer? Voilà, c'est le genre de problème qu'on discute de nos jours. Et justement, le point commun en grammaire, est-ce que vous pourriez donner des exemples? Il y a des verbes, il y a des sujets, des points communs de grammaire entre les langues. Ah oui, il a fallu que je le prépare un peu plus parce que je n'ai pas ça forcément en tête. Mais je vais vous trouver des choses. Voilà. Les langues, pardon. Hein? Les langues à déclinaison, ça c'est quand même. Ah bah oui, j'ai parlé tout à l'heure des déclinaisons. Monsieur. Déclinaisons. Voilà, monsieur. Voilà. Oui. Les déclinaisons sont. On n'a plus de déclinaison, nous. Sauf quand on dit un cheval, des chevaux. C'est un petit reste de déclinaison. Mais le latin c'est une langue à déclinaison, le grec est une langue à déclinaison, les langues celtiques, comme l'irlandais, sont des langues à déclinaison, les langues germaniques, sauf le néerlandais, sont à déclinaison. Et l'iranien, le sanskrit aussi. Donc c'est là que Bob avait travaillé. Hein, il avait remarqué des choses. On en a dans les pronoms. Oui. Des traces de déclinaison en français. Oui. Je, me, moi, plutôt toi, etc. Oui. Tout à fait, oui. Monsieur Pessis. Je sais que, parce qu'on en a un peu parlé, vous êtes très hostile aux idées, aux thèses de Demoule, qui finalement a pas mal de notoriété ces temps-ci. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi, en quoi vous vous opposez à lui, et pourquoi vous jugez que c'est pas sérieux ce qu'il a fait. Bon, d'abord, Demoule est un archéologue. Je n'ai rien contre les archéologues, mais de par sa formation, il n'a pas étudié les langues indo-européennes, il n'a pas étudié la grammaire indo-européenne. Il parle de ce qu'il ne connaît pas. Alors évidemment, il essaye de faire, de choisir dans l'histoire de l'indo-européen des thèses qui sont contre la thèse que j'ai exposée, la thèse d'une langue unique qui s'est partagée. D'accord, mais il cite des auteurs qui n'ont eu aucune suite, hein, qui n'ont convaincu personne. Voilà. Alors lui, ça le convainc tant mieux, mais il n'a pas. Alors, le paradoxe que vous signalez là, autant Demoule a été célébré par des gens qui ne connaissaient rien au dossier indo-européen. Bon, je n'ai pas le droit dans le monde, lui a fait un escalier, hein. Bon, mais
droit ne connaît rien à l'européen. Catherine Clément, dans je ne sais plus quoi, a parlé aussi grandement de la démonstration de Demoule. Mais Catherine Clément, qui est une philosophe, ne connaît strictement rien du dossier indo-européen. Et ainsi de suite. Hein, il a parlé il y a quelque temps sur France Culture. Et les gens de France Culture qui l'ont fait parler ne connaissaient rien au dossier indo-européen. Voilà. Il faut, je ne sais pas rien, mais il faut être spécialisé. Vous voyez dans ce que je vous ai raconté. Il faut rentrer dedans et il faut connaître. Sinon, c'est n'importe quoi. Mais quelle est sa thèse à laquelle vous vous opposez? Hein? La thèse à laquelle vous vous opposez, la thèse de Demoule contre la vôtre, c'est de dire quoi? Je m'oppose en tout à Demoule. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous dire une chose, je n'ai pas lu Demoule. Et aucun linguiste n'a lu Demoule, aucun linguiste indo-européaniste n'a lu Demoule, sauf si vous voulez faire un compte-rendu. Et ces comptes-rendus étaient toujours critiques. Mais Jean-François l'a peut-être lu, il dit quoi Demoule? Hein? Tu l'as lu? Oui, effectivement, il est archéologue, et son livre s'appelle « Mais où sont donc passés les Indo-Européens ?» Oui. Et il y a toute une démonstration que je serais bien incapable de reprendre, dans laquelle il s'efforce de démontrer que toutes les théories qui ont tenté de trouver un foyer originel, de localiser ce foyer originel, il prétend montrer que aucune ne tient. Comment? Je suis incapable de le dire. Oui, non, mais bien sûr. Lui, il fait une démonstration extrêmement argumentée, plusieurs centaines de pages, pour montrer que toutes les tentatives de localisation ont échoué. Oui, et il est archéologue, donc là, c'est sur son terrain. Là, c'est pas en tant que linguiste qu'il s'exprime, c'est en tant qu'archéologue. Oui, ah bah écoutez, je vais vous dire un truc. Depuis que s'est développée la paléogénétique, dont les résultats sont apparus en France sur la question européenne assez récemment, Demoule a dit « Ah ben je vais être obligé d'être d'accord avec Maria Gimbutas ». Il n'a pas dit « Je vais être d'accord avec la thèse indo-européenne ». Mais il va être d'accord avec une collègue archéologue qui parlait des invasions vers l'Europe et vers l'Asie. Et donc il dit « Je suis obligé d'être d'accord avec Maria Gimbutas, puisque la paléogénétique enseigne la même chose ». Bon, alors je vais vous dire un truc. Demoule utilise par exemple oppose à la thèse que celle que j'ai défendue, mais que tous les linguistes indo-européanistes défendraient aussi. Hein, il oppose qu'il y a d'autres théories qui peuvent aussi bien expliquer les choses. Alors je vous donne un seul exemple. Il donne quatre exemples. Je vous donne un seul exemple. Il y a à la fin du XIXe siècle un nommé Johannes Schmidt. A lui aussi combattu la thèse d'une origine commune des langues européennes, et il a dit tout est une question de vagues, des vagues en allemand, hein, des vagues, c'est-à-dire qu'un pays parlait une langue et ça a influencé les voisins, un pays parlait une langue, ça a influencé les voisins, et donc la famille indo-européenne résulterait d'un entremêlement extraordinaire de vagues linguistiques. Demoule fonce sur cette théorie et l'oppose à la thèse que j'ai développée. Ah oui, mais Johannes Schmidt a dit ça, mais il ne l'a jamais démontré. Il aurait dû, s'il avait voulu démontrer cette thèse, reprendre la grammaire comparée de Bopp et la réécrire en tenant compte de sa thèse à lui, en tenant compte de cette théorie des vagues. Il ne l'a pas fait. Il n'a donc convaincu personne. Et personne de nos jours, aucun linguiste ne se sert des travaux de ce Johannes Schmidt. Personne, à part Demoule. Bon, mais il n'est pas dans le coup. Il n'est pas du tout dans le coup. Et pareil, il a pris les théories de Trubetskoy, de je ne sais plus qui. Enfin voilà. Donc il a des thèses qui sont obsolètes, quoi. Il s'appuie sur des thèses obsolètes. Bon, et puis en plus, alors il faut revenir sur autre chose. Il politise énormément le débat. Pour lui, parler des Indo-Européens, c'est quasiment nazi. Hein, dans son bouquin, il passe plusieurs pages à se demander comment Émile Bavlis, qui était juif, a pu être un grand linguiste indo-européaniste. Il n'y a que lui qui se pose cette question. On s'en fout complètement qu'il était juif ou pas. On
s'en fout complètement. Et d'ailleurs, il y a des tas de juifs qui ont travaillé sur le domaine européen. Des tas. Mais on n'en fait pas d'État, on s'en fout. Qu'ils soient juifs ou pas, ils travaillent ils sont linguistes comme les autres. Hein. Bon, je donne quelques exemples. J'ai parlé de Bopp. Qui a traduit Bopp en français? Parce qu'il y a une traduction française de 1840. Hein, le livre de Bopp, les 3 ou 4 tomes de Bopp ont été traduits en français. Qui l'a traduit en français? Michel Bréal. Michel Bréal était juif. C'est Michel Bréal qui a introduit en France les connaissances, la connaissance de base sur l'indo-européen. Je parlais tout à l'heure du dictionnaire de Pokorny. C'est un énorme dictionnaire que j'ai dans ma bibliothèque. Pokorny, qui a fait toute une carrière sur l'indo-européen, Pokorny était juif. Et on s'en fout. Il a travaillé sur l'indo-européen comme tout le monde. Un nommé Ernest Joch, qui était un jeune Autrichien qui avait travaillé sur les langues balto-slaves et qui après s'est spécialisé sur l'albanais. Ah oui, j'ai oublié de citer l'albanais dans les langues européennes. Ce gars a été persécuté par les nazis et il est mort des persécutions nazies. Il était juif. Dans mon souvenir, ça, hein? Je ne veux pas me faire le défenseur de Moule, d'autant que je ne suis pas compétent pour le faire, mais dans mon souvenir, ces incriminations sont extrêmement limitées dans le livre de Moule. Ça occupe peut-être une page ou deux sur 500 pages. Bon, mais je sais qu'ils consacrent plusieurs pages pour se demander. Très peu, enfin, je crois. Bon, peut-être. Je dis que je ne l'ai pas lu, moi. Je ne vais pas lire ça. Non, mais j'ai des choses sérieuses à lire. Je passe mon temps à lire, mais c'est des choses sérieuses, pas comme ça. Bon, madame. Comment, à partir d'une écriture qui n'existe pas, non, qui n'est plus parlée, vous arrivez à retrouver une phonétique? Ah, très bonne question. Eh bien, tout simplement, il y a quantité de travaux. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, vous disiez voir en latin videre. Moi, j'ai appris sans doute peu de temps juste après à vous à dire videre. J'ai jamais appris le latin avec les videre, par exemple. Madame. Je suis assez peu douée, moi. Est-ce que vous pouvez me dire la liste des peuples indo-européens, en fait? La liste des peuples européens, non, je ne peux pas, il y en a trop. Je ne peux pas, il y en a trop. Vous êtes arrivé en retard aussi. Oui. Bon, alors je disais tout à l'heure, on possède d'ouest en est. D'abord les langues celtiques. Les langues celtiques, c'est 3 langues actuelles, irlandais, gallois, écossais, breton. Une langue disparue du XVIIe siècle, c'est le cornouaillais. Dans l'Antiquité, on parlait celtique sur une grande partie de l'Europe, y compris la péninsule ibérique, l'Italie du Nord. Ça, c'était la famille celtique. Et on en parlait au centre de l'Anatolie à partir du IIIe siècle avant notre ère. C'était les Galates. Bon, à l'est, oui, de ces Celtes, en Italie, d'abord, vivaient les peuples de la famille italique. Je ne parle pas de l'étrusque, qui n'est pas une langue européenne. Ah, si ça intéresse quelqu'un, j'ai un livre qui paraît dans une semaine qui s'appelle L'Aube des Étrusques. Parce que j'ai travaillé sur un européen, mais j'ai travaillé aussi sur l'étrusque. Pourquoi pas. Mais là aussi, il faut lire des trucs intéressants, on ne va pas lire de mots. Bon, donc, à part l'étrusque, qui est non indo-européen, il y avait une série de langues indo-européennes de la famille italique. La plus connue, c'est le latin, de très loin la plus connue, la seule qui a livré les textes. Mais il y avait aussi, je parlais de l'ombrien, qui est connu par des inscriptions assez longues. Il y a l'osque, il y a le sabin, il y a l'hernique. Enfin voilà, il y a quantité de langues parlées en Italie ancienne. Épicénien aussi. Enfin, bon. Il y avait le messapien aussi, mais le messapien, lui, il venait de la côte en face. Il n'était pas une langue italique.
Bon, si on va maintenant au nord de ça, il y a toujours les peuples germaniques. Donc je ne dis pas les 4 nations germaniques anciennes. Si on recule de 1500 ans, ces Germains étaient représentés par une série de peuples en migration. Et les Francs, pour donner leur nom à la France, en étaient. On va vers l'est, il y a les Slaves. Les peuples slaves actuels, je ne vous donne pas leur nom, vous les connaissiez plus ou moins. Ce qui est intéressant de voir quand on regarde plus de 2000 ans et on regarde ce qui se passait au moment de la fondation de la Russie, il y avait toute une série de peuples slaves, petits qui n'ont pas donné des nations après, qui ont participé, parfois le corps défendant, à la fondation de la Russie. Alors, dans ces peuples slaves, parmi ces peuples slaves, ces petits peuples slaves, certains ont contribué, sont les fondateurs de la Russie, et d'autres étaient les ennemis. Donc ils ont été exterminés par cela. Voilà. Voilà. Il y avait les Drevlian, il y avait les Piachian, enfin voilà. Bon, je ne peux pas vous dire tous, il y en avait des dizaines de peuples slaves comme ça. À côté des Slaves, il y a les peuples baltes, de langue balte. J'ai cité les Lituaniens et les Lettons. J'ai cité les vieux Prussiens, qui sont un peuple disparu, dont la langue est connue par des textes qui ont été faits au Moyen-Âge, ou à l'époque moderne. Et les survivants, les derniers vieux Prussiens, se sont mêlés aux Lituaniens. Donc on dit que les Lituaniens actuels sont un peuple mélangé, hein, de Lituaniens originaux et de vieux Prussiens. Je pourrais aussi parler des Cours, qui habitaient la Courlande, qui était aussi un peuple balte. Enfin voilà. Bon. C'est une petite famille indo-européenne. Mais c'est une des plus conservatrices. Ah oui, parce que c'est un truc intéressant que j'aurais pu vous raconter, c'est que quand on étudie la linguistique, justement, et qu'on compare avec les données, on s'aperçoit qu'il y a des langues qui sont très évoluées. Le français est une langue très évoluée par rapport à l'indo-européen. D'autres langues sont au contraire restées très proches de l'indo-européen. Et le lituanien est celle qui est restée le plus proche. C'est-à-dire que si on regarde une phrase en lituanien, il y a des déclinaisons, il y a des conjugaisons sans temps composé, etc., etc. On a pratiquement un modèle de phrase indo-européenne, sauf le phonétisme, parce que le phonétisme du lituanien a évolué. Voilà. Bon, je reviens vers les Balkans. Il y a l'Albanais dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors les Albanais, j'ai dit et je répète qu'ils ne sont pas descendants de ceux qu'il y avait là avant, les Illyriens. Les Albanais sont mentionnés pour la première fois au IIe siècle de notre ère. Ils sont à ce moment-là au centre des Balkans. Je pense qu'ils venaient du pays des Daces. Les Daces, c'est là au nord, je vais parler des Thraces, au nord de la Grèce, et au nord de la Thrace, il y avait le pays des Daces. Je pense que les Albanais viennent de là, pour des raisons bien précises. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors après, on continue. Il y avait les peuples scythes, là aussi, il y en a une infinité. Il y a les Massagettes, il y a les Alains, il y a plein de peuples scythes, et leurs descendants actuels, c'est surtout les Ossètes. Les Ossètes descendent des Alains. Et le prénom français Alain, j'en avais parlé, vient aussi des Alains. Bon, je vous raconte ça? Ah ben c'est très simple. Un jour, les Alains, peuple nomade des steppes apparentés aux Scythes, donc des gens de langue iranienne, arrivent sur le Rhin et demandent au roi mérovingien qui régnait à l'époque, est-ce qu'on peut rentrer chez vous? On sera gentil, on ne va pas faire de dégâts, on va rentrer chez vous. Exactement ce qu'ils avaient fait, ce que d'autres avaient fait depuis 300 ans dans l'Empire romain. Les Mérovingiens, enfin le Mérovingien d'abord, leur dit, mais bien sûr, vous pouvez rentrer, mais alors on va vous demander une mission. Vous allez aller aux frontières de la Bretagne, parce qu'il y a une série de peuples violents et sauvages, qu'on appelle les Bretons, qui sont arrivés et qui débordent de tous les côtés. Donc on met les Alains à garder la Bretagne
pour que les Bretons ne débordent pas sur les côtés. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, les Bretons se battent contre ces Alains qui les empêchent de passer. Ils s'aperçoivent que ces Alains sont des types costauds. Donc, l'habitude s'est mise d'appeler les garçons Alain. Parce qu'on se dit, si je l'appelle Alain, il sera aussi costaud que les Alains qu'on combat. Et c'est comme ça que nous avons un prénom Alain parmi nous. Voilà. Bon, ça c'est 2000 ans. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je continue. Alors, les Scythes, il y en a plein. Les Scythes, c'était un peuple de nomades, éleveurs, qui allaient donc en gros des Carpates aux frontières de la Chine. Hein. Et bon, c'est des gens de langue iranienne. Et je parlais de Vélène tout à l'heure. Ce que Demoule ne sait pas, il ne sait rien. Bon. Ce que Demoule ne sait pas, c'est qu'il y a là une authentique Vélène, une authentique vague. Hein. C'est-à-dire que les Scythes, qui étaient des peuples très puissants, ont dominé les peuples voisins, c'est-à-dire les peuples baltes et les peuples slaves, et il y a une énorme influence de ces tyrans des steppes, de ces Scythes, sur les langues slaves et baltes. Voilà. Entre autres, ils ont agi sur le phonétisme et sur le vocabulaire. Et dans les langues slaves, sur la conjugaison. Voilà. Donc, le slave, c'est une langue qui n'est pas iranienne, mais qui a subi une énorme influence iranienne. Ça va? Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors donc on continue. Ah oui, alors il faut parler de l'Anatolie. Anatolie, on va distinguer deux époques. Deuxième millénaire avant notre ère, on y parle le hittite, et puis sur les côtés, on parle deux autres langues, le palaïte au nord, le louhite au sud. Au premier millénaire, on parle le phrygien, à l'endroit où on parlait le hittite. Le phrygien est une langue connue des Balkans. Parce que tous les peuples anciens bougeaient. Hein. Oui, mais c'est ça. Ouais, il faut bien se rendre compte de ça. Oui, mais c'est ça. Hein. Tous avaient été à un moment en migration. Tous. Bon, et le phrygien, et puis bon, j'avais parlé aussi des langues parlées dans les grandes provinces, lycien en Lycie, lydien en Lydie, le bitynien en Bithynie, c'était un dialecte du Thrace. Et ainsi de suite. Et il y en a d'autres encore. Bon, et puis on va vers l'Est. Alors je vais aller tout à fait à l'Est tout de suite. Je parlais des deux langues qu'on a découvertes dans des grottes du Turkestan, nord, sur les montagnes du nord du Turkestan, qui sont donc deux langues indo-européennes, très archaïques de forme, et qu'on appelle le tokarien A et le tokarien B. Découvert donc au début du XXe siècle. Et puis, maintenant, si on va vers l'Iran proprement dit, je disais tout à l'heure, mais il faut répéter parce que. Oui, c'est oui, en éducation, il faut bien répéter. Oui, parce que donc, c'est l'Iranien ancien, celui du temps des Achéménides. Les Achéménides étaient les rois des Perses au temps des Grecs. Hein. On a deux sources, donc deux dialectes iraniens différents pour ces langues anciennes. On a d'une part des inscriptions sur la pierre faites par les rois achéménides, qui sont des inscriptions royales, où ils nous disent machin, le grand roi, avait dans son empire, et hop, une énumération de peuples. Voilà. Voilà. Donc on connaît un peu cette langue iranienne ancienne qu'on appelle le vieux perse. Et puis on a par ailleurs des documents extraordinaires, parce que conservés depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle l'Avesta. Mais l'Avesta, il y en a plusieurs. Hein. C'est-à-dire que les communautés zoroastriennes, ça va à peu près zoroastrien. Ouais. Le zoroastrisme était la religion d'Iran avant l'islam. D'accord ? Donc beaucoup de ces zoroastriens ne se sont pas convertis à l'islam et sont partis. Beaucoup sont partis en Inde, on les appelle les Parsis. Beaucoup sont partis au Liban, sont partis ailleurs, enfin voilà. Et donc, plusieurs de ces communautés zoroastriennes conservaient un livre très ancien, et à peine manipulable,
dans chacune, hein, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne l'ouvraient plus. C'était un document, un précieux document qui était là, et c'est ce qu'on appelle l'Avesta. Et l'Avesta, c'est un recueil d'hymnes zoroastriens, hein, qui doivent, les volumes doivent remonter au premier millénaire de notre ère, mais les textes sont encore antérieurs. Donc c'était déjà des œuvres copiées de mémoire. Hein. Et voilà, et là on a un très grand nombre de textes. Alors, si ça vous intéresse, ils ont été tous traduits assez récemment par un nommé Lecoq aux Belles Lettres. Vous pouvez acheter l'Avesta aux Belles Lettres. Robert Gaspagne. Là, on a donc des textes entiers avec des phrases, avec donc des formes grammaticales, etc. Signe particulier, cet Avesta, le premier a été ramené par Anquetil du Perron au XVIIIe siècle. Anquetil du Perron a essayé de le traduire, ça a été plutôt un échec. Et après, au XIXe siècle, ce sont des savants indianistes qui se sont mis sur l'Avesta et qui l'ont traduit. Pourquoi les indianistes? Parce que l'Indien, plus on remonte, et l'Iranien, plus on remonte, plus c'est proche. D'accord? C'est-à-dire que c'est parce que c'est des indianistes qui ont lu l'Avesta qu'on a pu comprendre l'Avesta. D'accord? Bon, maintenant, il est à peu près tout traduit, sauf qu'il y a toujours des mots, on ne sait pas trop. Donc, là aussi, c'est la recherche en cours, toujours. Voilà pour l'Iran. Et puis alors, donc, je continue, après on arrive à l'Inde. En Inde, on parle quantité de langues indo-européennes, dans le nord, dans le sud. J'en avais parlé une fois, parce que j'ai fait une conférence sur l'Inde ici. Le sud parle des langues différentes, qu'on appelle les langues dravidiennes. C'est une autre famille linguistique. Et tout le nord, la plaine du Gange, etc., et les montagnes, largement, parlent des langues indo-européennes. Alors il y a le hindi, le bengali, etc. Mais la plus ancienne de toutes, hein, la langue ancienne, ce qui est à l'Inde, ce que le latin est à nous, c'est le sanskrit. Et ce sanskrit, il est porteur d'une quantité gigantesque de textes, qui ne sont pas tous édités. Bon, et puis je disais aussi que l'état le plus ancien des langues de l'Inde n'est pas représenté par le sanskrit, mais par une langue antérieure qui est celle dans laquelle est rédigé le Rig Veda, donc le plus ancien texte de l'Inde. C'est un recueil d'hymnes, le Rig Veda. Donc ce Rig Veda est écrit dans une langue telle qu'elle n'est pas encore entièrement déchiffrée, et ce qu'on appelle le védique. Le védique, on le comprend en grande partie parce qu'il annonce le sanskrit, il ressemble au sanskrit, mais il y a encore des termes sur lesquels on hésite, sur le sens desquels on hésite. D'accord? Voilà, j'ai fait à peu près le tour des langues indo-européennes, là. Hein? Le pali en fait pas partie? Comment? Le pali. Le pali. Le pali, c'est une langue médiévale de l'Inde et qui descend en gros du sanskrit. Mais le pali avait déjà représenté un état actuel. Il a beaucoup supprimé les finales, comme l'hindi actuel. Hein. On ne dit plus Rama, le héros du Ramayana, on ne dit plus Rama, on dit Ram. Et maintenant en Inde, on dit Ram. Voilà. Il y a l'arménien aussi. Ah, exact. J'ai oublié l'arménien, enfin à quoi je ressemble. Bon. Oui, alors donc, il y a une langue parlée au sud du Caucase, qui est l'arménien. Dans un premier temps, qui correspond en gros au XIXe siècle, cet Iranien a subi énormément d'influence iranienne. Énormément. Donc au XIXe siècle, on classait, purement et simplement, l'arménien dans les langues iraniennes. Et puis vers 1896, 95-96, un gars qui s'appelle
Johannes Hubschmidt, qui était un Suisse, démontre rigoureusement que l'arménien a un vocabulaire, tout un vocabulaire, qui n'est pas iranien, et qui se rattache aux langues indo-européennes, mais qui n'est pas iranien. Donc, l'iranien, depuis ce travail, est une langue à part, une langue indo-européenne, mais isolée, enfin, qui ne fait pas partie d'une autre famille. En Europe actuellement, enfin, il y a des poches de langues qui ne sont pas indo-européennes, oui. Comme le basque, comme oui. il y avait l'étrusque, le hongrois. Oui. Et moi je voulais savoir pourquoi elles étaient restées. Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient pré-indo-européennes ou est-ce que... Et pourquoi celles-là n'ont pas subi, pourquoi ces pays-là n'ont pas subi l'influence? Par exemple, la Hongrie, c'est complètement au milieu de l'Europe, ça aurait dû subir les influences indo-européennes. Oui, vous avez raison. Mais alors, les Hongrois, ils sont là depuis 1000 ans. Ah oui, ils viennent de Russie. Enfin ouais. Hein, ils sont là que depuis 1000 ans, et en plus, c'est un peuple extrêmement nationaliste, donc ils se sont très bien défendus. Ils ont très bien défendu leur autonomie, leur langue. Voilà. Alors, maintenant, les Basques. Alors, les Basques, ils étaient certainement là avant les Indo-Européens. Oui. Alors, on discute. Des travaux récents disent qu'ils sont arrivés au néolithique. C'est possible. D'autres auteurs, d'autres gens, et j'en suis plutôt, les font venir au paléolithique. Bon. Voilà. L'étrusque, c'est tout à fait différent. J'annonçais tout à l'heure que j'ai un livre qui va paraître dans moins d'une semaine, qui s'appelle L'Aube des Étrusques. Et là, je montre bien que les Étrusques viennent de la Mérigée. Avant la Mérigée, ils viennent de l'Anatolie. Et puis, lointainement, leur langue est apparentée à des langues du Caucase de l'Est. Voilà. C'est pas du tout le discours dominant. Vous avez parlé des Dravidiens. Je crois qu'il y a une relation avec les Tamouls. Le tamoul, est-ce que c'est une langue indo-européenne? Le tamoul est une langue dravidienne. Et les Dravidiens, ils sont indo-européens? Non. 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 Ah, j'ai pas compris. Non, je disais, en Inde actuelle, l'Inde telle qu'elle est constituée actuellement, tout le cône sud des camps, tout le cône sud parle des langues dravidiennes. D'accord? Et au nord de ça, toute la plaine du Gange et les montagnes à côté parlent des langues indo-européennes. Les Dravidiens n'est pas du tout une langue indo-européenne. S'il vous plaît, les Basques qui viennent de quel endroit alors? Ah ben on n'en sait rien. On n'en sait rien, puisque selon leur attachement, parce qu'ils sont isolés. Donc il y a eu des tas de travaux, des quantités de travaux à ce sujet. Alors beaucoup de gens les rattachent aux langues caucasiennes. Un autre bouquin que j'avais lu il n'y a pas très longtemps les rattachait aux langues ouraliennes. Voilà. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Hein, mais tout ça, c'est en discussion. Tout ça, ça va continuer dans les années à venir. Voilà. Madame? Moi, j'ai une petite question là, comme ça. Au niveau de l'héritage, justement, indo-européen, un mot très simple comme école, qui ressemble beaucoup en anglais, en allemand, en espagnol, c'est une origine indo-européenne ou latine ou de développement de civilisation? Parce que peut-être que l'école n'a pas toujours existé, je ne sais pas. Si c'est répandu dans les langues européennes actuelles, c'est bien du latin, scola. Alors, mais scola est un emprunt au grec, scolaire. Voilà. Voilà, et en grec, c'est une fabrication du grec, ce n'est pas un mot hérité de l'indo-européen. D'accord. Et je crois que ça veut dire le loisir studieux. Oui. Ce qui devrait être l'école. Ça veut dire le loisir et ça donne le mot école. C'est bon de le rappeler. Oui, c'est pas mal ça. C'est bien, c'est bon de le rappeler aux élèves. Vous ne parlez absolument pas du Moyen-Orient, parce que je pense que les langues ne sont pas indo-européennes, mais telles que l'hébreu ou des langues proches de l'Irak ou ce genre de choses. Alors, ça c'est une autre famille linguistique, je disais,
toute la terre est partagée, enfin, William m'explique. Il y a, au Proche-Orient, on parle surtout arabe, hébreu, on y parle encore un peu araméen, toutes des langues sémitiques. Et les langues sémitiques appartiennent à une famille, qu'on appelle la famille sémito-hamitique, qui réunit ces langues-là, les langues sémitiques, l'égyptien ancien et les langues berbères d'Afrique du Nord. Voilà, ça c'est une famille intéressante, mais qui n'est pas indo-européenne. Et elle aussi, elle est notable par son ancienneté, par les textes anciens, bien sûr. C'est très très intéressante aussi. Mais elle est très intéressante, mais je n'en suis pas spécialiste. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une spécialité. Hein. Est-ce qu'on sait dans quelles circonstances les langues latines ont évolué? Par exemple, pourquoi l'espagnol, le portugais, l'italien sont restés beaucoup plus proches du latin, notamment l'emploi actuel dans la langue parlée même du subjonctif imparfait, qui n'est pas du tout voilà, une langue empoulée. Je me suis toujours demandé pourquoi les langues avaient évolué, dans quelles circonstances elles avaient évolué, ouais. Dérivé de manière différente. Bon, alors c'est des problèmes complexes. Enfin, moi, je vais vous dire une idée. La langue latine la plus conservatrice, au point de vue phonétique, c'est l'italien. L'italien. Hein. O, de l'eau. Ce qui goûte de l'eau. En latin, c'est aqua. En italien, c'est aqua. En espagnol, c'est agua. Et en français, c'est eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le latin n'a pas été. Le latin a été moins perturbé en Italie qu'ailleurs. Et l'italien continue à dire aqua. En Espagne et en France, il a commencé à y avoir, par paresse, un affaiblissement de l'occlusive intravocalique. C'est-à-dire que le Q du latin a commencé à disparaître en français et en espagnol. Mais l'espagnol a réagi. C'est-à-dire les locuteurs de l'espagnol qui avaient dit aqua, mais qui commençaient à diminuer, à ne plus dire tout à fait aqua, ils ont réagi pour sauver leur phonétisme, le phonétisme de leurs mots, hein, ils ne parlaient pas en termes de phonétisme, bon, et ils ont transformé ces occlusives qui disparaissaient en G, agua. Donc l'occlusive a été remotivée, mais plus fort, agua, avec une occlusive sonore. Alors que aqua, en latin et italien, c'est une occlusive sourde. Bon, le français a eu aussi disparition de l'occlusive interne, mais il a laissé dégringoler tout à fait. Nous ne disons plus aqua, ni agua, nous disons eau. Il n'y a plus une seule occlusive dans ce mot-là. Ça va? Non, moi je parlais des conjugaisons. Hein? Je parlais des conjugaisons. J'ai pas compris. Je parlais de pourquoi ces langues comme l'espagnol, l'italien et le portugais ont gardé dans la langue parlée, notamment, par exemple, le subjonctif imparfait, ce qui est impensable. En français, je ne peux pas dire il fallait que je vince aujourd'hui, dans la langue parlée. Oui. L'espagnol le dit, y compris émanant de gens qui sont illettrés. Oui, je vous suis. Mais ça, c'est des évolutions récentes. C'est des évolutions récentes, même en français, il y a quelques siècles, le peuple parlait comme ça. Il a utilisé le subjonctif imparfait. Mais le français a évolué plus vite que l'espagnol et le portugais, disons. Hein. Et donc, je vous disais tout à l'heure, le français est une langue très loin maintenant d'un européen. Très très loin. Hein. Entre autres, au point de vue phonétique. Et au point de vue déclinaison. Hein. Oui. Je voulais dire aussi ce qui me frappe, vous me dites l'espagnol a réagi, par exemple, pour agua. Et est-ce qu'on ne peut pas, à la limite, dire la même chose de nos jours sur la politique en matière de langue, entre, par exemple, l'espagnol et le français? L'espagnol se défend beaucoup plus des anglicismes que le français. L'espagnol ne dira jamais mail, un terme espagnol, enfin un correo electrónico. Et l'espagnol, et encore plus en Amérique latine, où évidemment l'exemple extraordinaire c'est le Québec, où ils se battent vraiment, ils ont un mérite incroyable parce qu'ils ont entouré quand même de millions d'anglophones, et ils se battent pour préserver la langue. Et je trouve ça extraordinaire. Oui. Alors, vous dites que l'influence de l'anglais est beaucoup moins forte en prénation numérique qu'en France.
Ah oui, en tout cas, il y a toute une politique pour essayer de défendre l'espagnol. Tant mieux. Tant mieux. J'ai remarqué depuis longtemps que la France néglige sa langue. Néglige sa langue. Elle n'y est pas attachée. Hein, et donc, on prend des anglicismes tout le temps. Je suis, moi, un défenseur du français. Hein. J'ai écrit une seule fois un article en anglais dans ma vie, c'était pour un journal américain. Voilà. Tout ce que j'ai fait est en français. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du déclin de l'Occitan? Du déclin de l'Occitan? De l'Occitan, oui. De l'Occitan? L'Occitan, le breton sont des langues qui ont subi de plein fouet l'unification parisienne. Et donc la concurrence du français, les fonds disparaissent, quoi. L'Occident disparaît à cause du français, le breton. J'ai appris qu'il y a 2-3 ans qu'est mort le dernier Rome qui en Bretagne ne parlait que le breton. Ce qui signifie que tous les Bretons actuels parlent le français. Ils peuvent parler breton en plus, mais ils parlent breton, ils parlent français tous. Autrement dit, le breton, parler breton de nos jours, c'est du militantisme. Hein? Donc le breton est une langue quasiment disparue. Voilà. Et ça, c'est l'influence du français, c'est l'école, c'est tout ce qu'on veut. L'Alsacien, c'est différent. L'Alsacien est appuyé sur l'Allemagne. Donc, ils peuvent maintenir plus longtemps leur langue. L'Alsacien n'existe pas. Il y a 3 langues germaniques parlées en Alsace. Hein. Donc, ces 3 langues germaniques peuvent s'appuyer sur l'allemand. Donc, elles sont des dialectes. Hein. Et donc, elles peuvent se maintenir. Ah, il y a 3 familles. Les Basques, je suis mal renseigné. Je pense que les Basques actuels parlent tous français de France. Les Basques de France parlent tous français, mais je pense que c'est un peu comme les Hongrois, ils sont très attachés à leur langue. Et donc, ça ne va pas disparaître l'année prochaine. Bon, je voulais quand même ajouter, je pensais qu'il y aurait des questions là-dessus, M. Plessis, sur qu'est-ce qui s'est passé en 1933 quand les nazis arrivent au pouvoir. Hein, ça me paraît une question intéressante. Bon, voilà, alors je vais vous dire des choses tout de suite, des choses qu'elle n'a pas pensé, M. Demoule. Parce qu'il n'a pas du tout pensé à ça. Première chose, il faut savoir que Hitler ne connaissait rien au dossier indo-européen. Vous ne connaissez rien. Oui. Hitler ne connaissait pratiquement, je vais vous dire de l'instant qu'il connaissait. Hein, il ne connaissait presque rien au dossier indo-européen. Il avait une vision entièrement mythique. Oui. Deuxièmement, les nazis, les membres du parti nazi, ne lisaient pas les indo-européanistes allemands de leur époque. Pourquoi? Ils étaient juifs. Non. Madame a dit parce qu'ils étaient juifs. Ceux qui écrivaient. Ah non, il y en avait qui étaient juifs, d'autres qui n'étaient pas. Non, c'est pas pour ça. Non. Les Allemands sont autochtones. Hein? Parce que les Allemands sont autochtones. Ils se pensaient autochtones? Oui. Bon, non, mais d'abord, ils ne lisaient pas les indo-européanistes parce qu'ils ne les connaissaient pas, et s'ils les avaient lus, ils n'auraient rien compris. C'était de la linguistique qui était des indo-européanistes allemands. Bien sûr, les nazis n'allaient pas lire ces travaux-là, ils les dépassaient complètement. Bon, de toute façon, les nazis, comme en bon nazi, ils avaient un guide. Führer, ça veut dire guide. Hein? Ils suivaient donc la vérité dite par le Führer. Alors, qu'est-ce que Hitler savait de l'indo-européen? C'est intéressant. En 1890, un nommé Penka fait un livre sur les Indo-Européens, et l'originalité de ce livre, c'est que c'est le tout premier livre qui décide que les Indo-Européens sont originaires d'Allemagne. Autrement dit, le point d'où ont divergé toutes les langues indo-européennes, c'est l'Allemagne. Donc, les Allemands, je vous rappelle que les Allemands disent indo-germaniques, hein, les Allemands sont les descendants purs
des plus anciens Indo-Européens. C'est ce que dit M. Penka. Penka n'est absolument pas cité de nos jours. Tout le monde s'en moque à l'unanimité. Mais ce Penka a, lui, immédiatement satisfait les idées nationalistes allemands. Et on a tiré des cartes, des trucs qui résumaient le bouquin de Penka. Ce qu'on appelle en gros des posters de nos jours. Hein. On a donc fait des posters qui ont été vendus dans les milieux nationalistes. Les affiches en français. Oui, c'est des affiches cartonnées, enfin je sais pas, enfin bon. Hein. Bon, voilà. Et le petit Adolf Hitler a acheté une de ces affiches entre 1900 et 1905. Il a lu ça, et c'est tout ce qu'il savait sur l'Indo-Européen. Comme on dit, à peu près rien. Mais là-dedans, il a été satisfait. Il a appris que les Indo-Européens anciens s'appelaient des Aryas, ce qui vous le demandez passer de nos jours, que plus personne ne croit maintenant. Donc il a créé à travers le concept des grands Aryens blonds. Lui, le premier, hein. Voilà. Bon, jusque-là, ça concerne que des milieux nationalistes allemands, et on s'en moque complètement. Ah bah oui, mais en 14, il éclate une guerre, et cette guerre, en 1918, est perdue par l'Allemagne. Et là, vous savez que là, tout démarre. Hein. Et donc, Hitler adhère au Parti national-socialiste en 1919, hein, 19 ou 20. Il remplace le dirigeant Drexler très vite, et il commence à raconter, à bâtir tous ces fantasmes. Hein. Ça, je ne développe pas, vous connaissez plus ou moins. Mais quand je vous dis que Hitler ne connaissait rien aux Indo-Européens, vous le savez déjà. Vous le savez sans doute déjà. Vous savez que Hitler a massacré les Juifs parce qu'ils étaient sémites. D'accord. 18 ans. Et il a massacré aussi les Tziganes. Qu'est-ce que c'est les Tziganes? Normalement, les Indiens. C'est un peuple originaire du nord-ouest de l'Inde. Autrement dit, les Tziganes étaient non moins indo-européens que lui. Et ils étaient certainement plus ariens que lui. Et voilà. Donc, il ne savait pas que les Tziganes étaient d'un peuple indien. Il ne savait rien. Il remplaçait ça. De toute façon, il ne pensait pas du tout que l'Indo-Européen était un problème linguistique. Il pensait que l'Indo-Européen était un problème racial. Et donc, il remplaçait l'aspect linguistique qui, comme je vous l'ai dit, est fondamental. Parce que s'il n'y a pas la linguistique, on ne peut pas parler d'Indo-Européen. Hein, il le remplaçait par un dogme qui est le dogme racial. Voilà. Et la suite n'a pas été très gaie. Et quelle distinction il y a entre arien et indo-européen? Alors, c'est très simple. Le terme arien est une francisation, une européanisation d'un terme local qui était aria. Et aria était le nom dont s'auto-désignaient les Indiens. Par exemple, à l'époque védique, quand ils parlent des Aryas, c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. L'Iran partageait ces dénominations. Le mot Iran vient de Airyana, et Airyana vient de Arya. C'est le pays Airyana, c'est le pays des Aryas. Donc c'était un terme qui désignait ces peuples, mais donc tout à fait dans l'Est indo-européen. Ce qui s'est passé, c'est que au XIXe siècle, on faisait beaucoup de travaux de comparaison de toutes sortes, on s'est aperçu qu'en Irlande médiévale, la couche sociale des paysans libres s'appelait Airen. Et des linguistes ont rapproché le mot Arya du mot irlandais Airen. Mais en Irlande, Airen n'a jamais été un nom national. Les Irlandais ne se disaient pas les Airen. Ils appelaient la couche des paysans libres Airen. C'est tout. Et donc,
une théorie rapide, comme je disais que ça, c'est valable, hein, une théorie rapide a dit, puisque les Européens de l'Est, indo-iranien, s'appellent Arya, et que les Irlandais ont un groupe Iron, eh bien ça prouve que les Indo-Européens anciens s'appelaient Arya. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre argument, sauf que c'était factice. Il n'y a pas un seul peuple européen, donc de l'Ouest européen, qui s'appelle, qui s'auto-dénomme Arya. Alors, si, mais là, Hitler ne savait pas. J'ai parlé des Alains, qui sont à l'origine du prénom Alain. J'ai dit que les Alains étaient des Scythes, et que les Scythes étaient des Iraniens. Le mot Alain, alors on va le démontrer, est de même origine que le mot Arya. D'accord? Oui, c'est Sioux, hein. Voilà. Alors dans la chérie Sioux, un truc qui n'a rien à voir avec la politique. Nous avons un mot qui est lune. Lune. Il y a un prénom d'origine iranienne qui est Roxane. Roxane et lune sont exactement le même mot. Exactement le même mot, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'un même mot indo-européen, c'était Laoxna. Laoxna donnera Oxna en iranien, ou Roxane. Roxane, c'est la récisation d'un prénom iranien. Hein, et Laoxna a donné Lukna en latin de Préneste. Ça va? Oui, parce que le Latium était fait de plusieurs petites cités qui ne parlaient pas tout à fait le même latin. Donc, après Nest, on a un texte qui nous dit le nom de la lune, Lukna. Et en latin, ils avaient tout réduit, c'était Luna. D'accord? Donc, de Luna, je remonte à Lukna, de Lukna, je remonte à Laoxna, de Laoxna, je descends avec transformation duel en R à Roxane. Roxna. Roxane. Ça marche? C'est drôle. Autre question? Non, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y en a plus, on va se coucher. Merci.